Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Merci d'être là et bienvenue dans ce nouvel épisode. Francis, qu'est-ce qui a retenu ton attention dans l'actualité cette semaine? On en a parlé souvent, Phil, de cette belle entreprise. En tout cas, je la trouve belle, mais qui semble clairement être sur ses derniers milles. Taiga, l'entreprise d'électrification d'équipements sportifs type Sea-Doo et Ski-Doo, s'est placée sous la protection de la faillite cette semaine. Donc, ça semble être la 40 millions de fonds publics. Oui, dont 18-19 millions d'investissements Québec. Donc, c'est sûr que ça fait. C'est bizarre, je ne sais pas si tu as vu dans l'article, le gouvernement fédéral, lui, a des prêts garantis, mais pas le gouvernement du Québec. Alors, le gouvernement du Québec va se faire laver complètement, mais le gouvernement fédéral a trouvé une façon de s'attacher. On ne sait pas encore comment, mais ils se sont attachés. L'entreprise a 93 millions de dollars de dette. Ils ont dépensé une fortune à rénover. Ils ont un des plus beaux sièges sociaux de la Chine. Alors, c'est quand même pas pire. Ils ont quand même... un beau siège social, quand même. Ils ont dépensé de l'argent, mais ça semble être la fin. Peut-être que... Puis, ce qu'on apprend dans l'article, c'est que depuis quelques mois, ils ont sollicité 65 investisseurs potentiels repreneurs. Personne n'est venu à la table à cause du niveau d'endettement. Puis là, ce que le syndic pense, c'est qu'en les mettant en faillite, là, dans les 65... T'enlèves des dettes. Puis il y a peut-être qui vont être intéressés. Moi, j'ai hâte de voir si... En tout cas, c'est personnel. Mais j'aimerais ça voir BRP alentour de la table. Oui, c'est sûr que c'est la logique. Drôlement, Phil, j'en détiens du Taiga dans mon mini portefeuille. Bon, ça n'a pas été une proposition gagnante depuis que je l'ai acheté il y a peut-être un peu plus d'un an. J'ai perdu 81% de la valeur, mais ça a pris de la valeur le jour de l'annonce. Ben oui, c'est parce que là, tu vas flasher les dettes. C'est ça, mais tu sais, fait que je me dis, je vais garder des actions. Qui sait? À moins que quelqu'un privatise. On peut-tu acheter des actions d'une entreprise en fait? Nobody knows. Bref, rapidement, Phil, la CAQ, ce gouvernement d'entrepreneurs et de comptables, n'est-ce pas, a créé beaucoup d'emplois au Québec depuis qu'ils sont arrivés chez nous. Oui, en fait, 64% de tous les emplois qui ont été créés dans les 5 dernières années sont dans la fonction publique. Il faut faire attention à ce chiffre-là, Francis, parce que ça mêle le gouvernement provincial, fédéral et municipal. D'accord. Par contre, quand tu prends, moi, je suis allé voir suite à l'article de Michel Girard dans le Journal de Montréal, je suis allé voir où je pouvais trouver la statistique, puis je suis allé sur le Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor a un document fait saillant sur l'embauche. Okay. Il y a 65 000 fonctionnaires au gouvernement du Québec et il y a eu une augmentation de 12 %. Okay. 65 000 fonctionnaires. Il y a plus que 65 000. Non, il y a 65 000. Dans les ministères. Dans les ministères et les organismes. La santé, ministères et organismes. OK, ouais. Il y a 65 000 fonctionnaires. Okay. Augmentation de 12 % entre 2022 et 2023. Mais on a quand même... En un an. On a quand même rajouté 6 500 postes permanents environ, là, je paraphrase, dans la fonction publique. Alors, tu sais, honnêtement, as-tu des meilleurs services? Tu te fais-tu traiter plus vite? Toujours. Tu sais, où on s'en va avec ça? Tu peux avoir du service instantané. Hein? L'autre fois, j'étais même pas malade, j'ai été soigné. Non, mais, tu sais, je regardais, il y a 2 fois moins d'employés à la ville de Toronto qu'à la ville de Montréal. Tu sais, quand on se compare avec d'autres villes, d'autres municipalités canadiennes, notre niveau de taxation... C'est une drôle de maladie, tout ça. Hein? Mais tu sais, on va à un moment arriver à un point de bascule de quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. Rapidement, Phil, la Grèce, le pays, passe à la semaine de 6 jours. J'aime ça. C'est bon! Moi, c'est vraiment mon genre de nouvelles. Non, mais
c'est comme j'adore ça. En fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est que comme au Québec, ils sont pris avec une pénurie grave de main-d'œuvre, ils n'arrivent pas à. Puis j'aime toujours dire, pour moi, macroéconomiste, comme quand tu regardes un pays ou une province, la pénurie de main-d'œuvre, ce que c'est qu'il manque d'heures. Dans le fond, si on avait plus de gens qui étaient disponibles à travailler pour vendre des choses chez Home Depot, puis conduire des camions, puis traiter des gens, des infirmières, il manque d'heures. Fait que finalement, si chaque personne travaillait 1 heure de plus, 2 heures de plus, ben ça résorberait en partie la pénurie de main-d'œuvre. Ben, la Grèce dit let's go. Fait que t'as la possibilité de faire une 6e journée de 8 heures. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est enchâssé dans la loi. Cette dernière journée, la 6e journée, elle va être payée temps et demi. En fait, 40% de plus que ton salaire habituel. Donc, c'est quand même une façon intéressante d'inciter les gens à travailler un peu plus. La seule affaire que je disais, c'est que ça peut... C'est pas garant de productivité parce que ta 48e heure est probablement un peu moins bonne que ta 2e dans ta semaine. T'es fatigué. La Grèce, ça ressemble à un pays des Caraïbes. Là. Mais c'est quand même, comme tu dis, la quantité de travail là, à la dernière journée est moins productive que la première. L'autre affaire, évidemment, c'est que, pour l'instant, c'est présenté comme une option, mais c'est certain qu'il y a des employeurs qui vont l'obliger, cette 6e journée-là. Puis là, entre nous, des emplois... C'est dans la loi. Mais tu comprends, c'est dans la loi. C'est une option. C'est présenté comme ça dans la loi. Tu peux travailler une 6e journée, mais check bien qu'il y a des employeurs qui vont l'exiger comme condition d'embauche. Puis là, ça peut créer des problèmes familiaux, de santé mentale, etc. Par contre, ça va peut-être augmenter Ça va être intéressant de voir les statistiques dans 1 an. Après 1 an d'utilisation, on a-tu augmenté tous les experts disent que c'est de la merde, mais j'ai bien hâte de voir effectivement si c'est l'est ou si ça a plutôt eu l'effet escompté. On parlait de pénurie de main-d'œuvre. Au Québec, le portrait a quand même changé pas mal de la pénurie de main-d'œuvre depuis 1 an. On voit une augmentation du taux de chômage. Les jeunes ont de la misère à se trouver du travail. Bonne chose, moins bonne chose. Encore une fois, certains secteurs, comme dans la région de Québec, on est en plein emploi, ça n'est plus le cas. Il y a un ralentissement. Juste, là, je veux pas, mais Pixar a annoncé 13% de mise à pied mondiale. Il y a plusieurs entreprises canadiennes technologiques qui ont mis des mises à pied. Alors, moi, je pense que ça s'essouffle, mais là, c'est normal parce que, disons, après 1 an de taux d'intérêt élevés, il y a plusieurs ménages québécois et d'entreprises québécoises qui ont creusé, gratté dans leur fond de tiroir, qui ont passé à travers le peu d'économie qu'il y avait. Donc là, ça va être pire en septembre, selon moi. Quand même, notre ami François Vincent, un habitué de l'émission, disait qu'il ne faut pas se leurrer. Là. C'est une accalmie. Là, c'est un cycle, sûrement. Puis, comme tu dis, taux d'intérêt, ralentissement économique, mais la pénurie de main-d'œuvre, elle est là pour rester. La démographie nous aidera pas. Même avec l'immigration, le départ à la retraite des boomers massif va entraîner des problématiques de main-d'œuvre pour au moins une décennie encore. Donc, on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge, mais c'est une mauvaise nouvelle. Il y a du chômage, mais c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire les flux sont moins tendus. Puis je passais la réflexion plutôt cette semaine. Pendant une période où tout le monde est dans le plein emploi, puis où tu as 2 bras, 2 jambes, tu as une job, les jeunes travaillent plus jeunes qu'ils ne devraient, quittent leurs études parce qu'ils peuvent faire $1 facile. Problème, pour moi, quand j'attends ça, j'entends quand même peut-être un retour à l'école, des études plus longues. Puis c'est l'espèce d'arbitrage entre $1 maintenant ou $2 plus tard. Tellement que si tu te rappelles, il y a une couple d'années, le gouvernement du Québec avait été obligé de changer la loi par rapport à quand tu as le droit de travailler sur l'âge, justement pour garder les jeunes. Mais là, ça va se corriger. C'est ça, Phil, c'est notre petite revue d'actualité express. Bienvenue dans cet épisode, comme d'habitude. Plein d'invités vraiment intéressants. Les invités qui suivent, on parle de commerce de détail. Ça va être super intéressant. Vous pouvez toujours nous écrire à studio@cube.radio. On est ravis de lire vos commentaires, vos suggestions, etc. À tout de suite dans un prochain épisode. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. On lisait ces derniers jours dans les pages du journal Les Affaires cet article du directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, je vais y arriver, qui disait que le commerce de détail était le mal-aimé des politiciens. J'ai trouvé que c'était un argument qui se tenait. Puis en plus, Damien Silès, dont il est question, détaillait un peu cette désamour du secteur du commerce de détail. Pour en parler, on est en studio avec l'ami Carl Boutet, que vous avez déjà vu à l'émission en virtuel.
les dernières fois. Es-tu déjà venu en studio, Carl? Ça fait peut-être 2 ans. Ah ouais, c'est ça, exactement. Et donc, Carl, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un spécialiste du domaine du commerce de détail. Il a fondé un studio, un studio RX, donc qui enseigne, accompagne, là, tout ça. Il est régulièrement invité à Bangkok, au Vietnam, aux 4 coins de la planète pour nous faire. Yes. Est-ce que le commerce de détail est mal aimé par les politiciens? Écoute, c'est triste à dire. Il est mieux aimé qu'il est déjà, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, on n'était même pas aimé, on était juste pas sur le radar. On était une industrie vue comme autosuffisante. Un commerce disparaît, un autre va prendre sa place et il va continuer à faire avancer l'économie. Puis il y a une dizaine d'années, il y a des réflexions où on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait le cas, que quand un commerce disparaissait, celui qui prenait sa place, c'était pas nécessairement une entreprise qui contribuait autant à notre société localement. Et puis, à partir de ce moment-là, les gouvernements ont porté un peu plus d'attention, mais encore du chemin. C'est ça. Il y a eu, comme pendant la pandémie, tout le mouvement de l'achat local. Le mouvement, mais... Mais non, mais un certain mouvement. Je vois notre invité qui fait un mouvement de tête. Non, mais j'étais impliqué. J'étais sur des comités, le fameux panier bleu, pour ne pas le nommer, et d'autres, là, où il y avait plein de bonnes intentions. Là. L'idée, c'était quand même d'essayer de regrouper, de fédérer des indépendants qui n'ont pas nécessairement accès aux mêmes ressources aux géants internationaux qui continuent de grossir, que la pandémie a juste été encore mieux pour eux. Oui, il y a des initiatives, il y a du vouloir. C'est pas ça, c'est juste une question des fois le gouvernement Legault, il l'a dit souvent, là, il veut des jobs payantes. Il veut des grosses jobs payantes. Oui, puis le commerce de détail est malheureusement pas nécessairement connu pour ça sur le plancher, mais ce qu'on voit pas du commerce de détail, c'est tout ce qui se passe en arrière-scène. Les jobs payantes, il y en a, ne sont pas nécessairement à vendre des souliers sur le plancher, quoi qu'il y en a qui peuvent bien s'en sortir, mais il y a toutes sortes de gens en arrière-scène, surtout avec le web et tout ça, qui font la science de données, qui font des jobs plus évolués, qui demandent plus de connaissances, donc des meilleurs salaires. Est-ce qu'il a été évalué, il y a combien d'emplois dans le commerce de détail au Québec? 470 000 selon l'article de Damien Silès. C'est comme 5 fois plus que dans l'aéronautique, mettons, dont on parle beaucoup dans les bureaux des politiciens. C'est moins spectaculaire, évidemment, le commerce de détail, Carl Boutet, que justement les avions ou la filière batterie ou des choses qui sont une place, des milliards de dollars. Là, c'est très fragmenté, le commerce de détail. Ce petit magasin, t'en as toute une série. Donc, la voix de chacun se fait pas bien entendre. C'est un peu ça le problème, je pense, de l'industrie souvent. Tout à fait. Puis combien d'entre nous ont commencé à travailler dans le commerce de détail? Nos premiers jobs pouvaient être, si c'était pas ça, dans la restauration. C'est des jobs pas nécessairement payants, mais c'est une porte d'entrée. Puis pour certains, ça devient une carrière. D'autres, ça les habitue à un contact humain, à un échange avec des gens qui peuvent mener à d'autres choses par la suite. Ça développe toutes sortes de très formateur, comme premier job. Là. Ouais. Est-ce qu'il y a des places dans le monde où le commerce de détail est aimé, genre, ou c'est comme, tu sais, parce qu'on se plaint, que c'est négligé, puis mal aimé, mais tu sais, y a-tu, toi qui as voyagé, tu sais, je pense, moi, on s'est vu il y a quelques années en Thaïlande, par un hasard fortuit, ça fait très jet set, là, mais on était juste chacun là pour des raisons. Non, il y avait une conférence. On était à la même place. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'en tout cas là-bas, leur vente de détail, ils prennent ça très au sérieux. Là, mais est-ce que c'est juste une illusion de touristes ou est-ce que c'est vraiment le cas au niveau politique, au niveau économique? Les autres, parce que toi, je pense que tu fais référence aux gros centres commerciaux qui sont comme prestigieux là-bas. Très prestigieux. Quand tu rentres là, c'est parce que you have arrived. Il n'y a pas l'équivalent là, ici. Wow, là. Non, exactement. Il y a des marques de luxe qu'on a même pas au Canada qui s'installent là. C'est pas le West Edmonton Mall. Mais attention, là, on n'ira pas à West Edmonton, on va rester à Royal Mount, ça va être en masse. Là. Bon. Mais sinon, il y a aussi tout l'autre côté de la rue à Bangkok où c'est les vendeurs de trucs dans la rue. Donc, t'as vraiment les extrêmes. Donc, je voudrais pas nécessairement insinuer que c'est meilleur ailleurs. Tout le monde a ses mêmes enjeux, dont le numérique, mais énormément de pression sur tout l'écosystème et le modèle d'affaires et la valeur de ces gens-là. Donc, c'est tout à repenser, mais on en voit tous les jours des exemples qui en ressortent du lot. Mais je pense qu'il faut se concentrer sur ceux-là. Mais tu sais, une économie de 400 000 et plus emplois, c'est une économie extrêmement importante. Là. Moi, j'ai vu le gouvernement du Québec se démener pour 2500 emplois là, dans une industrie spécifique. Là, tu as 4
100 000 personnes. Il n'y a aucune subvention. Ils ne sont pas aidés. Peter Simons, des magasins Simons, en a souvent parlé. Oui, c'était le premier à vraiment lever le flag. Moi, je l'ai eu comme client, puis il tapait sa table. Mais pour revenir à ta question du début, la première fois qu'on a vu une représentation gouvernementale de haut niveau à un événement de retail, je pense que c'était 2016 ou 2017, c'était M. Simons qui était sur le stage à un événement du CQCD, puis c'était Mme Anglade qui était à l'époque responsable d'innovation et économie, qui était là. Le poste de M. Fitzgibbon aujourd'hui. Puis il était là, puis M. Simons l'a directement adressé en disant, regarde, il faut que vous nous aidiez. Là, on se bat une main attachée en arrière du dos. On a un des compétiteurs internationaux qui ne payent pas d'impôts, qui ne payent pas de taxes de vente. Amazon à l'époque. Puis ça, donc ça a déjà mis une pression. Puis là, à cette époque, c'était vraiment à l'époque où on était mal aimé. On était juste pas aimé, on était juste pas connu. Puis bon, ça a mis de la pression, puis ça a ouvert beaucoup de regards à partir de ce moment-là. Il a quand même raison, là. Puis je veux dire, moi, je vais me poser juste comme mon expérience de consommateur. Là. Puis tu sais, j'ai écouté aussi des balados à ce sujet-là. C'est parfois moins coûteux d'envoyer quelque chose de Shanghai à Montréal en termes de frais de transport que de Longueuil à Montréal. C'est absolument absurde. Ce qui, comme, fait aucun sens en termes de l'énergie consommée puis de des manipulations que ça va subir. On va garder ça pour un autre balado parce qu'on pourrait partir une heure juste là-dessus. Non, mais j'allais t'emmener là-dessus parce que paradoxalement, on a beau avoir un secteur du détail qui est peut-être mal aimé, qui a un peu qui vit une période plus difficile, mais en fait, ça date pas d'hier. Et en même temps, mettons le panier bleu de côté un instant, Shopify, Lightspeed, des entreprises Essence, tu sais, Altitude Sport dans une moindre mesure, mais tu sais, qui sont des market leaders, là, tu sais, incroyables. Comment tu... c'est du détail. Oui, c'est de l'évolution, puis la ligne du haut a continué à augmenter. Quand on dit que ça va mal, les chiffres continuent à augmenter. La croissance, c'est sûr, une bonne partie de ça. T'es économiste, tu pourrais m'expliquer l'inflation dans tout ça, puis pourquoi que les chiffres continuent à augmenter. Donc, on n'est pas en si mauvaise posture. C'est juste c'est plus quand on regarde nos rues principaux, surtout dans les marchés secondaires puis tertiaires, puis qu'on voit des boutiques fermées, puis qui ne sont pas remplacées, puis ça affecte notre qualité de vie aussi. Donc, là, c'est plus ça que je pense qui nous ressort que nécessairement les Altitude Sport et les Shopify. Mais c'est parce que Altitude Sport a vraiment une expérience, là, c'est extraordinaire. Là. Honnêtement, tu achètes sur ce détaillant-là, tu as l'expérience similaire à Amazon. Tu peux avoir ton item, tu peux avoir tes souliers dans la journée. Il y avait même à un moment donné, même je pense que c'était dans l'heure qu'il avait essayé, je pense, quelque chose. Donc, chapeau à... C'est comme les cheeseburgers en 30 secondes. Non, on a plein de beaux... des histoires de succès, que ce soit des pignons sur rue, mais évidemment, on voit plus ceux en ligne parce qu'ils ont plus d'ampleur. Même dans le hockey, on est banlieusard. Dans notre cours, on a Hockey Supremacy, qui était l'un des plus gros vendeurs d'articles de hockey en ligne en Amérique du Nord. On les connaît presque pas, mais ils ont un énorme entrepôt à Candiac. Ça roule au bouchon leur affaire. Ils sont en train de mettre des pro-shops à travers le Canada dans les arénas. Il y a toutes sortes d'affaires comme ça, mais c'est l'expérience. Tu l'as dit tantôt. Pourquoi Attitude Sport est capable de faire ça, mais la boutique d'à côté n'est pas capable? C'est ce bout-là que moi, je comprends pas. Là. Ben, c'est comme dans tout. Là. Pourquoi toi, tu es capable de faire des Ironman, puis moi, j'ai de la misère à me rendre au coin de la rue? Là. Je veux dire, des fois, c'est une question d'effort, puis de mettre l'énergie, puis de discipline, puis de volonté, puis il faut qu'il y ait toutes sortes d'affaires qu'il faut enligner en même temps. Mais ça peut pas être juste une question de budget. Non, c'est parce vraiment c'est de la vision. Le sport n'a pas des milliards à dépenser. Si on veut parler d'eux, je les connais quand même un peu, leur parcours. Puis sachez, c'était des gérants de magasins, ces gars-là, avant, qui avaient repris physique sur Saint-Denis, qui avaient vraiment... Altitude, c'était une petite boutique. Je sais pas si moi, j'ai été à l'Aventurier à l'époque. Là. On retourne loin quand il y avait la boutique L'Aventurier. Puis Altitude, c'était notre compétiteur un peu plus haut. Puis c'était un sous-sol. Puis les gars étaient gérants, mais ils étaient web un peu. Ils étaient entrepreneurs. Ils s'intéressaient à ça. Puis on dit aux gérants du magasin, nous, on va prendre ça en charge de côté commerce électronique. Puis finalement, c'est rendu plus gros que la boutique, puis on dit, on va te racheter. Puis on a repris ça, puis bon, ils ont continué, puis même, à un moment donné, je sais qu'il y avait une intention de rouvrir des magasins. Là, je sais pas où ils en sont avec cette réflexion-là, mais les choses vont quand même bien. Puis j'ai parlé souvent de la grande accélération dans nos dernières discussions, ce qui était le thème de mon livre, puis la grande accélération les a vraiment aidés parce qu'ils étaient au bon moment, au bon endroit, puis ça aussi, le timing. Le timing is everything, souvent. Donc, être en ligne ou à un moment où qu'une explosion dans les activités physiques, être un des seuls qui est capable de livrer rapidement bien parce qu'ils se sont structurés, ils ont fait des investissements qu'ils ont continué à faire, ils ont vraiment un système de logistique extraordinaire. Ils sont installés, je pense, sur Chabanais, je me souviens bien. Est-ce qu'il est trop tard?
Tu dis le timing, oui, mais le timing, il est encore un peu le temps, non? C'est quoi le vieux proverbe de meilleur temps de planter un arbre? Là, il y a 20 ans, la deuxième meilleure citation préférée. Puis le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Tu m'as déjà entendu dire ça. Puis c'est ça dans tout, là, je veux dire, dans le sens que oui, il y a des cycles. Dans le moment, si tu veux partir à un magasin de meubles, c'est tough. Là. Il s'en est vendu en maudit du meuble là, il y a 2 ans. Puis là, si tu disais que tu te lançais aujourd'hui, ça se peut que les gens aient peut-être un peu moins besoin de ce que tu as à vendre. Mais il y a encore, je pense que vous allez parler à des gens de Cozy tantôt, c'est l'exemple de quelqu'un qui a quand même bien parti puis qui s'est poussé fort dans le moment puis ça a l'air à bien se démarquer. Puis tu l'as dit, le mot-clé tantôt, c'est l'expérience, c'est la différenciation. Moi, je suis parti de l'accélération. Maintenant, je parle beaucoup plus de pertinence. Puis dans le contexte de pertinence, je parle d'expérience. Qu'est-ce qui nous démarque? Qu'est-ce qu'on fait de plus pour créer un wow pour que les gens... Parce que là, le gros défi pour n'importe quel commerçant, c'est que c'est plus l'accès aux produits qui va te différencier. Ils sont là, tous les trois, on les a dans nos poches 24/7. L'accès, ça. Oui, l'accès au produit, on l'a quand on veut, où on veut. Peu importe où qu'on est, autant qu'on a un signal, on est capable de recevoir du produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de plus? Et drôlement, on parle de Cozy, on va recevoir à l'émission plus tard un des cofondateurs. Je pensais aussi à une entreprise qui s'appelle Local, avec 2 A. Malgré que ça va pas bien, malgré que, les chiffres augmentent, mais c'est en partie en lien avec l'inflation. Ma question, c'est, il y a quand même des nouvelles choses qui naissent dans ce marché-là, 100%. qui ont des propositions de valeur intéressantes, qui sont capables de faire du profit, qui sont capables de développer leur marque. Qu'est-ce que ces gens-là ont compris que les détaillants en place ont de la misère à faire ou à comprendre eux-mêmes? On va parler, je pense, la réponse facile, puis est trop facile. Il y a des investissements dans certains éléments qu'il ne faut absolument pas négliger, dont le numérique, les présences pour qu'on se trouve, parce qu'on sait que, dépendant de l'étude que tu veux croire, entre 70-90% des parcours d'achat commencent en ligne. Donc les gens, même si tu as une boutique pignon sur rue, pour qu'on se rende à ta boutique, on nous dit que 70, on va prendre au bas, là, 70% des gens vont consulter avant de se déplacer. Si on ne fait pas une bonne job déjà là, pour attirer l'attention, pour déjà créer une expérience à ce moment-là, ou que ce soit une communauté qu'on fait avec nos médias sociaux, ces choses-là. Ouais. C'est vraiment là que ça commence, mais c'est pas le début puis la fin. Là. Après ça, il y a plein de choses à faire. C'est tellement vrai dans un paquet de domaines. Là. On a reçu, si tu te rappelles, Black Circle dans les pneus, les gens magasinent dans les pneus. Récemment, j'ai magasiné un matelas. Là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Tu commences en ligne. Après ça, tu finis par l'essayer. Ou tu achètes en ligne. Moi, je voulais l'essayer. J'étais touché, mais je l'ai magasiné en ligne. Je me ferai pas d'amis, mais je me ferai pas d'amis, mais moi, tous mes matelas que j'ai achetés depuis plusieurs années, c'est Andy, je sais pas c'est quoi l'autre marque, Casper. C'est ça que j'ai fini par acheter. C'est 100% sur Internet. Là. Je les avais jamais essayés, mais tu regardes des vidéos, tu checkes, il y a plusieurs paramètres. Tu deviens un genre de micro-expert de substances, de layers. Ça, c'est un enjeu parce que toi, tu rentres dans le magasin après ça, puis tu viens de passer 48 heures à étudier un type de matelas, puis tu arrives là, puis tu tombes sur le vendeur. Le petit gars au salaire minimum, qui essaie d'en faire. Non, mais c'est vraiment un gros enjeu. J'ai été dans ce milieu-là particulièrement pendant 6, 7, 8 ans, en fait, là, avec des détaillants indépendants canadiens dans l'ameublement, puis c'était le plus gros défi parce que le petit gars à salaire minimum, il faut qu'il connaisse les micro-ondes, il faut qu'il connaisse les lave-vaisselle, il faut qu'il connaisse les matelas, les divans, puis les tables à café. Donc, ça versus toi qui a comme un focus unique, genre je vais m'acheter un... Non, mais pas juste ça, comme il dit, je sais pas si je suis le consommateur typique, mais moi, je me suis acheté un robot de piscine. Là. Sérieux, j'ai-tu regardé des vidéos YouTube? Il faut qu'on se parle. Je suis content que t'as fait la job pour moi. Quand j'ai développé une expertise, j'ai fini par le commander en ligne, mais si j'étais allé dans un club piscine, je suis convaincu que j'aurais ultimement pas été bien servi. Je dis pas club piscine, je les aime bien, mais tu sais, comme tu dis, la personne doit aussi connaître les puits, puis les spas, puis les produits chimiques. À un moment donné, ils peuvent pas avoir cette connaissance-là autant que moi, qui est comme obsessif, compulsif d'une chose. Ouais. Le consommateur a changé quand même pas mal depuis 10-15 ans. Hein? En fait, c'est le modèle d'affaires qui a changé parce qu'on a vraiment... Tout l'équilibre de l'industrie a bousculé. C'était le commerçant, la commerçante qui était en contrôle de la situation avant le web. Et maintenant, c'est la consommatrice qui est en contrôle parce que c'est elle qui détient toutes les pièces d'information. Et c'est aux commerçants de répondre à ça.
c'était le contraire avant, parce que c'est le commerçant, tu rentrais dans... C'est le commerçant qui contrôlait l'accès au produit, le prix, l'emplacement, et les marques, ces choses-là. Ça a tout bousculé avec la transparence, finalement, que le web a amené. J'aimerais peut-être t'entendre sur un truc qui est un petit peu en dehors de, je pense, de ton domaine d'expertise, mais qui est le retail, ou c'est peut-être pas du retail, mais la vente usagée. Moi-même, je suis je sais pas si tu me connais. Moi, je sais pas pourquoi le monde y rit de moi un peu, mais je vends plein d'affaires sur Internet. Ouais. Mais c'est justement, à une époque, c'était pas Marketplace. À une époque, c'était Kijiji. Puis j'étais un power Kijiji. J'ai vendu des ordis, j'ai acheté des téléphones. Je sais pas, j'aime ça acheter et vendre. Je guess qu'il y a un peu d'âme de commerçant en moi. Je me rappelle pas la dernière fois que j'étais allé sur ce site-là, franchement. Là, tu parles de Kijiji, puis ça appartient à eBay. Ça a été complètement, j'ai l'impression, en tout cas dans ma vie, je sais pas si c'est les statistiques nationales, mais Facebook a comme... puis c'est spécial parce que c'est un modèle d'affaires qui est là, qui est libre à eux. C'est sûr qu'ils peuvent vendre la pub dessus, mais tu disais, ils pourraient monétiser ça tellement plus. Puis écoute, M. Zuckerberg n'a pas besoin d'idées pour savoir comment faire de l'argent. Là, mais moi, où je veux amener ta réflexion, c'est vraiment où on est en train de formaliser ce marché-là. Il y a une entreprise québécoise que j'adore, des gars, des 3 jeunes de Candiac, justement, qui ont parti une chaîne qui s'appelle Carole Thrift Shop. Ils viennent d'ouvrir au Carrefour Laval. Thrift Shop, c'est du vintage, du linge vintage. Ils ont amené tout ça. Friperie, là, c'est ça. Puis quand c'est rendu que tu es capable d'ouvrir au Carrefour Laval, qui est le centre commercial probablement le plus strict par rapport à quelle marque ils laissent rentrer, puis qui commence à laisser rentrer des marques comme ça. Il y a eu toute la mode des hype shops, puis des souliers de collection, tout ça, qui s'est atténué, puis même il y en a qui ont fermé. Mais on voit que c'est en train de se structurer, ce milieu-là. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Puis mes étudiants, j'enseigne en commerce d'État à McGill, je pense 2 projets sur 3, c'est de la revente. C'est ça qui les intéresse. Comment on peut faire du reuse. Du flipping même. Oui, mais d'une façon structurée. Puis ce qu'ils font, ces boutiques-là, puis il y en a plusieurs sur Saint-Denis, il y en a plein pas loin d'ici qui sont magnifiques. C'est justement, ils valorisent. C'est pas juste vendre un produit sur une plateforme, sur un site. Tu rentres dans le magasin, tu as le goût de passer du temps. Il y a des jeux vidéo dans le coin, il y a un divan, tu peux regarder des vidéos de skate. Tu t'embarques dans une vibe. Tu te dis, c'est bien cool. Puis là, tu regardes le t-shirt usagé à 45$, puis tu le trouves pas si cher que ça, finalement. Tu te dis, écoute, c'est un morceau qu'on voit pas ailleurs. Puis, il y en a plus. Il y a même un trou dedans. Ouais, c'est ça. Là, vous allez tous retourner dans vos garde-robes puis sortir pour voir que ça vaut probablement une fortune, des vieux manteaux Nike que vous avez qui se vendent 200$ dans le moment. Là. Mais c'est ça. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça encourageant. Puis tout ce qui est évidemment soutenir l'entrepreneurship, moi c'est un gros plus. Carl Boutet, spécialiste du commerce de détail, consultant, fondateur de Studio RX. Merci, comme toujours, d'avoir été avec nous à l'émission. Ça nous permet de démystifier un petit peu ce qui se passe dans cet univers-là. À très bientôt. À bientôt. Merci. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Il lit plein de choses, mais en ce qui nous concerne, il est récemment auteur. En fait, c'est sa deuxième expérience à la plume, pourrait-on dire. Gaétan Amouric, président de Perrier-Jablonski, qui est une firme, on va démystifier un peu tout ça, un cabinet, mais donc auteur 2 fois, un premier livre qui est paru il y a quelques années, Ce que vous avez à dire n'intéresse personne, qui est un titre évidemment très accrocheur. Et là, il fait paraître ces jours-ci un deuxième opus, vos défis de A à Z, en passant par, là, je le fais, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, et bien sûr Y. Et là, c'est de A à Z, fait que le Z était déjà nommé. Avant de rentrer dans les bouquins, là, Gaétan Amouric, apprenons un peu à se connaître. On se connaît, toi et moi, mais pour la vaste audience qui nous écoute, tu as quitté le domaine de la publicité, où tu avais fait une belle carrière, chez Bleu Blanc Rouge, comme directeur de la création. Donc, tu es un gars créatif. J'espère. Pourrait-on dire. Je l'ai prétendu pendant tout ce temps-là. Et ça t'a amené tout ça à fonder. Et là, c'est là où je cherche toujours le mot. Une firme, une agence, un cabinet. OK, firme et cabinet, ça va. Une entreprise, surtout pas agence, parce qu'après, on nous confondrait avec une agence de pub, ce qu'on n'est vraiment pas. Que vous n'êtes pas. Perrier-Jablonski, ça s'appelle. Oui. Qu'est-ce que ça fait, Perrier-Jablonski? OK, c'est toujours difficile à définir, mais ça fait essentiellement de l'accompagnement stratégique. Okay. C'est sûr qu'on a une couleur communication marketing avec mon passé, là, mais rapidement, on s'est retrouvé embrigadé là, dans des problématiques d'innovation, gestion du changement,
aujourd'hui gestion de l'intelligence artificielle, et on se rend compte que à chaque fois, systématiquement, dans tous ces sujets-là, il y a quand même une portion de communication. Il va falloir dire quelque chose à quelqu'un. Donc ce background-là est très, très, très utile, mais écoute, j'ai un département d'anthropologie à l'intérieur de Perrin Jablonski. D'anthropologie? Ouais, donc alors l'anthropologie, c'est l'étude des gens. Là-dedans, il y a des gens qui sont ethnographes, donc qui écrivent sur les gens. C'est pas des tatoueurs, hein, c'est d'autres gens qui écrivent sur des gens. Et il me pointe! C'est ça. Parce que je pouvais pas parler français, son tatouage est complètement invisible. Et donc, c'est fascinant. On fait notre propre recherche, puis c'est une recherche quand même souvent assez deep d'insight. Hein. On cherche des vérités cachées qui sont pas dans les sondages, qui sont pas dans le déclaratif. C'est quoi une vérité cachée que tu as découverte là, dans les derniers mois, les dernières années? Est-ce que c'est... En fait, elles sont souvent quand même confidentielles, mais mettons, je vais vous citer un exemple super concret. Je vais citer une animalerie, là, je citerai pas son nom, connue au Québec, qui vient nous voir parce qu'ils ont un problème avec leur marque de litière maison. Ils en vendent pas assez. Et ils ont besoin d'une firme de stratégie qui va écrire un brief pour les designers qui vont refaire le packaging. Avant de faire ça, on a envoyé des gens magasiner dans cette animalerie-là, puis on a parlé à des parents de chats. Parents de chats, on a fait tout. Puis on a découvert un truc vraiment niaiseux, c'est que c'est tellement une bonne animalerie que quand tu rentres là, la vendeuse te saute dessus en disant « Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ?» Et cette fille-là ou ce gars-là ne savait pas que cette boîte-là était une marque maison. Donc en fait, ça ne servait à rien de refaire le packaging, il suffisait juste de donner de la briefer formation. Et les vendeurs. As-tu un chat? Non, j'ai un chien. Des pipipanes, là, ça m'a pas pareil. Donc, mon métier est fait de ça. Avant, j'avais toujours des moments d'épiphanie quand les créatifs te présentent des idées. Tu dis comme, oh, wow, tu sais que ça va fonctionner, tout ça. Aujourd'hui, ces moments d'épiphanie, c'est quand mes ethnographes me présentent des découvertes qu'on a faites. Puis que je dis comme, aïe, c'est-tu intéressant? J'ai tellement d'exemples, tu sais, quand tu achètes du mousseux d'une certaine manière. Sauf qu'on ne se rend pas compte qu'il y a d'autres gens qui achètent du mousseux d'une autre manière que nous. Du mousseux, tu parles des bulles, du champagne et autres. Alors les bulles, c'est un bon... Mais il y a des gens qui ont toujours 2 bouteilles de mousseux à l'intérieur de leur... Puis le mousseux et le champagne, c'est pas le même usage. Puis les gens pourraient te dire pourquoi, comment. Et ça fait juste des briefs plus forts. Alors ça fait des briefs plus forts ou en packaging, ou en stratégie de mise en marché, ou en pub. On fait des briefs pour des agences, quoi. Perrier Jablonski, c'était tes parents? Ça, je peux pas dire ça. Ah, sinon, je suis obligé de t'assassiner dans la même journée. C'est ça. En fait, c'est un sérieux, secret. Interviewer Gaëtan Amouric, c'est ça. Ça vient avec des menaces. C'est un secret. Et en plus, je dois dire qu'au départ de Perrin Jablonski, j'avais tellement pas d'arguments pour que les gens viennent travailler chez nous que le seul argument que j'avais, c'était que je te le dirais dans un an. Si tu restais dans un an, je te le dirais dans un an. Fait que les gens restaient un an, puis ils restaient plus longtemps donc, que ça. Donc, combien de gens sont dans la mafia Perrier Jablonski? Je pense une quinzaine maintenant. Ah oui, OK. Ouais, une bonne petite quinzaine. Est-ce que tu prends les stagiaires aussi? Pour vrai, je fais signer des contrats là, que j'ai fait faire écrire par un avocat, super sérieux, mais on a rajouté plein de sévices complètement interdits, je pense... dans tous les pays civilisés. Mais ils sont obligés de signer ça pareil. Donc ils ne peuvent pas dévoiler le poteau rose. Non, ils peuvent pas. Non. Tu devrais m'assassiner. Ouais, je devrais t'assassiner rapidement. Il me semble que nos années d'amitié devraient valoir quelques heures de travail dans ton entreprise. Mes clients me disent ça, puis ça vaut beaucoup plus cher. Ils me disent, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, tu veux toujours pas me le dire. Fait que je vais devoir trouver, je pense, un addendant. On avait un prétexte quand même qui était le bouquin, mais je vais quand même faire un autre détour avant de parler du bouquin, parce que tu as fait un autre bouquin avant celui-là. Oui. J'aurais envie de dire un premier livre qui tirait peut-être un peu plus de ton expérience comme publicitaire, là, comme gars de marketing. Ce que vous avez à dire n'intéresse personne, c'était le titre. Ouais. Ça me semble, en tout cas, je l'ai un peu lu, mais bon, je devrais y donner une vraie lecture éventuellement. Ouais. C'est un livre sur la com. C'est un livre sur les pitchs. Les pitchs. Mais en fait, je devrais dire que c'était le contraire de ce que j'ai vécu en agence. Okay. En agence, t'es persuadé, puis c'est un peu ça le mandat, là, comme publicitaire, comme créatif, tu vas être très bon, puis l'agence repose un peu sur tes épaules, puis le client, il est venu voir ton agence, donc toi, parce que t'as de la bonne création. Fait que ton rôle, c'était un peu un rôle un peu divin, de dire, écoute, je le sais, puis je vais te le dire ce qu'il faut faire. Et en fait, ta réputation, les nombres de prix que tu as gagnés, tout ça, vont faire qu'on va te croire.
Il se trouve que quand j'ai quitté ce monde-là, le monde réel là, de la forêt et de la jungle était beaucoup plus brutal que ça. Il y a plein de gens qui font plein de jobs, qui vendent des portes et fenêtres, qui vendent des tailleux d'hiver, que eux autres, c'est plus difficile que vendre une belle campagne de com. Et là, j'ai essayé de réconcilier en fait tout le background justement de techniques publicitaires, mais de vrais trucs beaucoup plus rationnels, beaucoup plus cartésiens. Et j'ai écrit ce bouquin-là. Surtout, en fait, j'ai eu vraiment l'épiphanie pendant... c'était un concours de pitch organisé par la Jeune Chambre de commerce, je pense. Vraiment des bonnes idées, des bons petits gars, puis des bonnes petites filles qui présentaient devant un parterre de gens. Je sais pas si on n'a pas fait d'ailleurs de ça. Là. Sûrement. Je suis un pas pire pitcher moi-même. Non, t'étais dans les jurys, je pense. Et je trouvais que les pitchs, ils étaient nuls. Les entreprises les idées étaient top, mais les pitchs étaient nuls. Et là, je me suis dit, ça se peut pas qu'au Québec, on ait une histoire du récit oral aussi importante, mais qu'on soit si nul au moment de pitcher nos entreprises. Et donc là, j'ai parti des contenus. Ça a commencé avec des conférences, beaucoup d'articles. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, ça ferait peut-être un bon livre. Et puis voilà. Puis je continue à donner des conférences. On donne des formations chez Perrin Jablonski. J'en donne à HEC sur le pitch. On a un mentor commun, Jean-Jacques Streliski, qui enseignait l'art du pitch. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré pour la rédaction du livre? C'est sûr que Jean-Jacques a inspiré beaucoup de gens. Moi, je suis un peu son fils spirituel. Je l'appelle papa, je lui fais des bisous, quelles que soient les circonstances, et je lui dois ma carrière parce que c'est le seul gars qui m'a donné une chance. J'étais un jeune Français arrivé de Lyon, et c'est le seul gars qui m'a ouvert la porte en agence, et puis j'ai fait le beau parcours que j'ai pu faire grâce à lui, et il m'a enseigné beaucoup de choses, et Jean-Jacques est un raconteur absolument hallucinant. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de ces expériences-là, mais je peux vous en raconter une qui est géniale. Il m'a dit, quand tu pitches, c'est pas Gaëtan qui pitch, c'est Namourik. C'est-à-dire que le petit garçon là, qui vient d'un petit village en France, puis qui est pas sûr de lui, puis tout ça, il va se mettre en costume de Namourik, puis c'est Namourik qui pitch. Puis il dit, à un moment donné, encore plus vieux, là, le Gaëtan va revenir, peut-être c'est lui qui va pitcher, mais si tu as peur d'aller pitcher, pense que c'est une sorte de déguisement que tu te mets sur toi, puis que c'est ton brand qui pitch, et pas le petit garçon qui cachait à l'intérieur, qui pique à peur. J'aime ça, c'est quand même intéressant. Ça, c'est Jean-Jacques, puis il en a plein d'autres. Le deuxième livre. Deuxième livre. Objet, voilà, rouge. En plus, il est beau. C'est pareil. Il y a beaucoup de lettres sur la page. Je vais le résumer, le titre, en disant « Vos défis de A à Z », si tu permets. Ouais. Donc, « Vos défis de A à Z », j'ai l'impression que tu sors du monde de la com. Tu parles de gestionnaire dans ce livre-là. Tu parles de management. On sent le Gaëtan qui a 7 ans, 8 ans. 9 ans de Perrin Jablonski. Félicitations. Qui est plus justement en stratégie corporative. Tu disais, qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce livre-là? En fait, on y retrouve une immense variété de sujets que j'ai pas, honnêtement, ça me prendrait un deuxième puis un troisième opus là, pour être complet. Mais les gestionnaires, puis ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Les gestionnaires, c'est dès que tu gères des gens en dessous de toi. Là, donc ça peut être niveau directeur, ça peut être niveau VP, VP exec, tu peux être président ou tu es sur un conseil d'administration. Il y a plein de sujets de nos jours, complexes, entremêlés. Ça va du leadership, ça va de la communication marketing, ça va de la gestion du changement, ça va de l'écoute, de l'empathie, etc., etc. Mais souvent, c'est des sujets un peu valises, là, où toutes sortes de trucs qu'on dit là-dessus. À travers les conférences, à travers les ateliers, parce qu'il y a des clients qu'on côtoie de très près, là. Il y a des clients pour qui on fait des conférences, qu'on les voit plus loin, mettons. Mais quand tu rentres les mains dans la poutine, là, à vendre justement des portes et fenêtres, à essayer de préciser la marque, une marque ancestrale qui n'arrive plus à se diversifier, tu collectionnes les sujets, mais tu veux les documenter. Et ça, c'est ma passion, c'est un peu peut-être mon style, c'est-à-dire que je vais chercher de l'histoire des sciences, de l'histoire de la philosophie, puis je raconte ça d'une manière un peu entertaining. Tu connais le métier de conférencier. Tu montes pas 1 heure ou 90 minutes sur un stage pour faire chier les gens. Non, mais si tu veux que les gens se rappellent de toi, il faut que ce soit le fun. Toi aussi, tu le fais. Il faut que ce soit... Il me les réfère de plus en plus. Il faut que ce soit entertaining, que les gens disent « Ah, on a bien rigolé, puis on a appris des choses. C'est indispensable, surtout quand tu passes à 1h30 après le lunch, puis que les gens s'endorment. On a un job d'aller bousculer les gens et d'aller laisser une petite graine dans leur cerveau. Je redoute beaucoup, moi, les lectures américaines. On en a plein, là, des livres justement sur les pitchs, sur comment devenir un better leader.
Mais ça vient tout d'une autre culture. Il fallait quelque chose de plus culturel à nous, ici, au Québec. Il est vraiment écrit avec des exemples québécois, avec des histoires québécoises. Mais aussi de l'histoire qui vient de partout, de la Grèce antique, en passant par l'histoire des mathématiques arabes. Enfin, il y a une histoire fascinante. J'ai feuilleté, ça semble être assez diversifié. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. Ouais. Et il semble y avoir 42 plusieurs chapitres. Plus de 26. Ouais. Mais ils sont un peu en ordre alphabétique. Là. Alors ça a été un cauchemar. Tu t'es fait violence pour ça? Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, au départ, je me disais, ça prendrait un recueil, là, tu sais, qu'on a appelé sur LinkedIn, c'est pas mon idée, là, c'est Elisabeth de La Tête Chercheuse qui a appelé ça un recueil de nouvelles pour les gestionnaires. J'adore ce descriptif-là. Ouais. Mais c'était des articles que j'avais écrits. Je m'étais dit, garde, je vais en corder une quarantaine, puis je vais faire un livre avec ça. Quand tu fais ça, là, tu t'aperçois qu'il y a un article qui fait une page, ça fait pas un chapitre. Fait que là, tu te fais, OK, il va falloir que je creuse ce truc-là, et ça devient 10 pages, ou ça devient 5 pages, ou ça devient... Et à un moment donné, tu as tes sujets, mais ils sont dans le désordre, puis ça veut rien dire. C'est ça. Je me suis dit... J'avais 2 questions. Il y a un peu la question du fil rouge, là, parce qu'à un moment donné, un livre, c'est bon quand il y a un début, un milieu, puis une fin. Mettre 40 articles back-to-back, ça fait pas un livre. Là, c'est ça. Puis ma deuxième question, j'ai l'impression que c'est comme un acronyme. Est-ce que tu as cherché longtemps pour le H ou le Q, ou tu comprends comme, est-ce que tu as force-fit des mots? J'en ai force-fit peut-être 2. Non, mais tu comprends que ce sont que je veux devenues dire? Les entreprises du premier Fortune 500. Okay. Je pense sont devenues et oublier le village gaulois pour le haut. Mais en fait, il ne manquait pas d'options. Okay. J'avais des options, mais j'avais des options mal placées. Tu peux pas parler de marque si tu n'as pas parlé avant de empathie. Fait que ça, c'en est 2 faciles, là, mais ça m'a pris à peu près 6 mois à les corder comme du monde. Pour que effectivement il y ait un début puis qu'il y ait une fin. Il y a un genre de fil conducteur. Il y a un fil conducteur, évidemment. Qui est agréable pour le lecteur. Oui, bien sûr, mais je veux aussi que les gens puissent picorer. Là, c'est aussi un coffee table book. Là, je veux que les gens puissent... mais de ce que les retours que j'en ai, les gens le lisent dans l'ordre et puis ils comprennent l'ordre. Mais ça a été très compliqué, ouais. Ça se vend bien? Le premier s'est vendu à 3000 exemplaires. C'est un succès au Québec. Au Québec, un best-seller, je pense que c'est 5000, là, grand public. Ouais. Fait que je suis super content. Je veux dire, c'est vraiment pour grand public, le premier. Le deuxième, j'en ai aucune idée encore. Je le saurai dans un an quand je recevrai mes droits de mon éditeur. Mais les commandes sont hallucinantes là, de toutes les Archambault, parce qu'il est vendu partout. Dans toute, Puis pour moi, ça, c'est important parce que c'est une preuve un peu de crédibilité. Et deuxièmement, malgré tout, c'est mon boulot de faire du marketing. C'est une mise en marché de Perrier Jablonski dans des endroits qui sont les librairies du Québec. Et c'est pour ça que c'est vraiment mon branding. Mes slides de keynote ressemblent à ça. Là, donc, c'était aussi une manière de mettre du Perrier Jablonski un peu partout. On a droit à une copie chacun. Oui, c'est le droit moi, je vais me têter une dédicace. Ah, ça va me faire plaisir. Est-ce que vous voulez la faire devant la caméra? Ou non, je ferai tantôt, parce que je ne sais pas écrire, fait que ça m'aiderait. c'est son ghostwriter qui va venir signer. C'est ça. ChatGPT. Gaétan Amouric, président fondateur de Perrier Jablonski, mais en ce qui nous concerne, auteur de Vos défis de A à Z. Etc. Merci d'avoir grand plaisir, Francis. Merci beaucoup. Bonne lecture aux auditeurs. Merci. On recommande. Merci beaucoup. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. On est avec notre prochain invité. Il s'appelle Marc-André Lambert. C'est le copropriétaire et le directeur marketing des boutiques Cozy. Salut, Marc-André. Merci d'avoir accepté. Oui, merci. Grande croissance des boutiques Cozy. Vous êtes rendu pas loin de 15 boutiques à son actif. Croissance fulgurante qui s'est faite là, assez rapide là, dans les 15 dernières, même pas, là, 14 dernières années. Là, ça va vite. Peux-tu nous expliquer un peu ce que ça fait, les boutiques Cozy? Oui, en fait, c'est une boutique d'inspiration. Mes parents ont commencé ça en 2011. Il y avait un dépanneur à Saint-Alexis-des-Monts. Puis mon père avait une offre cadeau au départ. Dépanneur. Un dépanneur plus... J'ai sûr d'avoir bien compris. Mais plus magasin général. Là, exactement. Je suis allé dans une boutique Cozy, vous vendez pas de cigarettes. Non, ça a changé. On a abandonné le volet loterie, bière, etc. Là, on prend plus de canettes vides ou de bouteilles vides. Ramenez-les pas. Mais c'est parti de petits volets cadeaux qu'il y avait. C'était un magasin général, on avait vraiment de tout. Puis finalement, mon père s'est emmené à Montréal pour des offres d'emploi, des opportunités de carrière. Puis ma mère travaillait pas.
Ma mère s'ennuyait. Mon père a dit, veux-tu qu'on te parte quelque chose, une petite business? Fait qu'on a commencé Cozy. Fait que au départ, c'est une boutique cadeau, inspirée de notre magasin général de Saint-Alexis. Puis finalement, on s'est rendu compte que le volet déco fonctionne très fort. C'est devenu une boutique d'inspiration pour la maison, où ce qu'on peut décorer, recevoir nos invités à la maison, la table, etc. C'est parti de ça. Puis aujourd'hui, en fait, demain, on va ouvrir notre 15e boutique. Fait que c'est incroyable. C'est vraiment... c'est une belle aventure. Puis géographiquement, ils sont partout. On a 2 magasins à Québec, un magasin à Gatineau, présentement, on a Saint-Hyacinthe, Drummondville, la Rive-Sud de Saint-Bruno, 10-30. On est aussi à Terrebonne, Rosemère, Joliette, Repentigny, donc Rive-Nord, Rive-Sud. Il connaît son affaire. Il manque juste l'île de Montréal qu'on n'est pas présent pour l'instant. Ça me fait penser au gars qui lisait le menu de McDonald's vraiment vite. Là, ouais. T'es directeur de marketing de cette Chimie-Blic-là, donc tu visites aussi, j'imagine. Tu nous faisais dans ta tête ta ronde, j'imagine. Exactement, mais moi, je suis un peu atypique parce que c'est copropriétaire / directeur marketing, du sens que une entreprise familiale, t'as pas le choix, même si t'as un poste, de t'impliquer dans tous les niveaux. Fait que hier, on a ouvert un magasin, un 16e à Sherbrooke cet automne. Okay. Donc hier, j'étais sur la route à 9h le soir. Je revenais de Sherbrooke, on venait de mesurer avec l'entrepreneur les plans du magasin, toutes les dimensions, comment qu'on le construit, c'est quoi les frais, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Fait que vraiment, c'est ça, on est passionnés. Vous aviez un dépanneur. Oui, au départ. Mettons, là, je fais dans ma tête vite les chiffres. Un dépanneur, ça vaut pas 28 millions de dollars. Là, non, mettons, là. Non. Puis là, ton père, donc, c'est une opportunité. Vous avez créé cette business-là. En 15 ans, vous avez 16 magasins. Puis là, j'aurais fait mes calculs, genre cash flow, les engagements des loyers. Vous avez gagné à la loto? Ou non, le risque. Le risque. S'opérer, ça nous a donné un peu aussi beaucoup d'apprentissage. Le dépanneur, veut pas, c'est un commerce à part entière. Faut l'opérer, savoir le gérer, le contrôle des coûts. C'est tout je m'excuse d'anglicisme, un skill set. Là, c'est juste comme disait Phil, c'est vite. Là. C'est comme l'équivalent d'un magasin par année. Là, mais je veux dire, entre le premier et le deuxième, il s'est écoulé combien de temps? Au départ, ça a été plus lent. On a passé 2 ans. Après ça, on a attendu 1 an. Après ça, on a enfilé les magasins. Là. Cette année, on va en ouvrir 3. Là. Puis en fait, là, je présume que là, vous avez trouvé un genre de gabarit de fonctionnement. Ce qui veut dire que tu sais exactement le pied carré que tu as besoin. Tu sais déjà, peu importe la ville, à peu près comment il va être construit dans ta tête. Exact. Là, tu recrées la petite boîte. Là. Exactement. On crée la petite boîte, on a notre recette, les opérations aussi. À ouvrir un magasin, on a gagné en rapidité parce qu'on apprend de tous les magasins précédents. Puis là, on est parti, puis on continue dans ce sens-là. Mais tu sais, il doit y avoir une différence au niveau des achats. Je sais pas, là, avec 2-3 magasins, tu achètes, je sais pas, un bibelot, tu vas en acheter, je sais pas, 100. Mais là, avec 15 magasins, tout grossit. L'inventaire, le stock, les commandes. Oui, puis pour le mieux, parce que c'était plus difficile à un magasin ou 2 d'avoir un pouvoir d'achat auprès des fournisseurs. Maintenant, à 15 boutiques, notre pouvoir d'achat grandit, puis on est capable des fois d'avoir des meilleurs deals ou de profiter des fois de faire des belles trouvailles chez un fournisseur, mais pas avoir une grande sélection de produits, mais avec le volume qu'on achète, on peut avoir, aller faire affaire avec ce fournisseur-là, par exemple. Fait que vraiment, là, ça nous donne un coup de main. C'est un avantage, mais un désavantage. C'est beaucoup plus de travail, mais en même temps, on gagne au change, là, autre chose. Ma compréhension aussi, c'est que tes parents parcourent le monde en ce moment pour faire des trouvailles, trouver des items, des objets. C'est un peu ça aussi. Là. Ah, c'est vrai. On a été en Chine, on s'en va en Allemagne cet hiver. On pourra un show européen où ce qui montre vraiment toutes les nouvelles tendances en design intérieur, en décoration. Fait qu'on va s'inspirer puis on va aussi en Asie pour voir ce qui se fait un peu partout. Fait qu'on se promène pour voir justement comment qu'on peut inspirer notre clientèle avec des choses qu'ils n'ont pas encore vues. C'est comment travailler avec ses parents tous les jours? C'est la question. En fait, toute cette interview est un prétexte pour te poser cette question-là. C'est ça. Je m'étais préparé. Non, mais honnêtement, c'est... Attends, il lit sa feuille. C'est ça. Je vais lire ma note, là, c'est écrit sur ma main. Non, mais c'est le fun parce que je peux garder contact avec mes parents à tous les jours. Par contre, c'est sûr qu'on n'est pas un employé normal. Donc, quand eux ont une mauvaise journée,
Les employés, c'est comme, je peux répondre à ta question, pas de problème. Moi, c'est, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je suis brûlé. Là, fait que, tu sais, c'est des défis, mais en même temps, je suis chanceux de pouvoir garder contact avec mes parents puis de travailler avec eux chaque jour. Avez-vous des meetings de stratégie? Est-ce que vous êtes 100% alignés sur... Tu sais, on est les deux entrepreneurs, là. On a eu des partners, tu sais, c'est jamais 100%. Puis, tu sais, je veux pas mettre la bisbille dans ta famille, mais en même temps, tu sais, c'est quoi la nature de vos conversations, de vos échanges, de vos visions respectives? J'ai eu un associé, moi, qui avait 2 fois mon âge. Il n'y avait pas la même relation au risque que moi à 28 ans. 100%. Ouais, parle-nous un petit peu de cette dynamique-là qui est à la fois familiale, à la fois de direction, là, évidemment, forcément. Côté stratégie, ça va bien. Okay. On est alignés. Le défi qu'on va avoir, par exemple, c'est quand on va avoir des employés ou des gens dans la direction qui travaillent avec nous, qui vont nous poser des questions, avoir notre opinion. Puis des fois, on a tellement la même opinion un peu sur tout ou sur beaucoup de sujets qu'on dirait qu'ils pensent qu'on s'est comme tout consulté pour donner notre réponse. Puis on est comme, non, on ne s'est pas parlé, on te promet, là. On pense juste comme l'alignement, c'est ça. Mais on se rencontre toutes les semaines. On a toujours 1 heure par semaine qu'on se rencontre pour être sûr d'établir les priorités de la semaine. Puis ma mère, mon père ont tous des niveaux dans l'entreprise puis des postes où ce que toutes nos forces sont aux bons endroits. Puis toutes nos faiblesses sont comblées par les autres. Fait qu'on est un bon petit trio, on réussit à faire une bonne job là-dedans. Mais c'est sûr que vous devez avoir bien délimité, je vais appeler ça les carrés de sable, parce que c'est déjà difficile de délimiter les carrés de sable quand t'es pas dans la même famille, tu sais, entre partenaires. Moi, j'ai des partenaires, là, puis à chaque année, la redéfinition de dire, hey, là, t'es un petit peu sur mon carré de sable. Mais imagine quand c'est ta mère ou ton père, tu sais, ça amène une... Ben, je présume, je suis pas dans cette... Je pense pas qu'il y a besoin de l'imaginer. non, mais ça doit amener une complexité additionnelle. Sans être difficile, c'est juste différent. 100%. Souvent, avec mon père, moi, je pense que j'ai des idées de grandeur. Je suis en marketing, je vais faire telle chose. Mon père, lui, c'est le contrôle des coûts. Fait qu'il me dit, ton idée est bonne, mais mettons, moins cher. Ou fais attention à ça. C'est des combats là-dessus. Ma mère, souvent, va avoir une vision très esthétique. Puis nous, on est comme, ben, je comprends que t'aimes ça, mais les ventes disent pas ça. Les ventes disent ça. Faut aller vers là. Fait que c'est genre le combat qu'on a. Fait que des fois, les carrés de sable sont bien définis, mais on s'empiète des uns les autres souvent dans le carré de sable. On est des gens passionnés. Fait que on veut le succès de la business, puis on pense souvent que notre vision, c'est la bonne chose. Puis des fois, ben, on s'entremêle, mais on réussit toujours à trouver un commun accord. Y a-tu des actionnaires externes à la famille? Présentement, oui, il y en a un. Okay. On a un actionnaire externe qui travaille avec nous, qui est là pour nous supporter dans la croissance. Il est dans la business, c'est pas... Il est plus, je dirais, un actionnaire silencieux, donc stratégique pour nous aider à croître la business avec tous les magasins qu'on ouvre présentement. Mais c'est vraiment, dans le fond, la famille Lambert là, qui continue à piloter un peu là, le gros avion COSI. C'est ça. Puis quand tu dis la famille, c'est-tu genre toi puis tes parents ou il y a des mononcles, des matantes? Tu sais, c'est vraiment familial, là, comme on voit, au départ, mes mononcles, mes matantes, ma grand-mère est venue étiqueter les produits pour faire le premier magasin. Il n'y avait pas plus familial que ça. Là, c'est sûr que maintenant, on a des employés, on a grandi, c'est moins familial, mais c'est principalement moi et mes parents. Fait qu'on est 3 de la famille. Ma sœur, elle a choisi de faire une autre carrière, puis c'est bien correct. C'est autre chose qui la passionnait, mais c'est vraiment nous 3 pour l'instant qui pilotent la compagnie. On présume que tes parents sont plus âgés que toi. C'est généralement l'hypothèse de fonctionnement. Un jour, ils vont peut-être vouloir passer à une autre étape de leur vie. Est-ce que c'est discuté franchement? J'ai accompagné plein d'entreprises familiales, puis tu sais, il y a des places que ça se passe mieux que d'autres. Mettons cette conversation sur l'avenir distant. Là. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à ça ensemble? Oui, on a réfléchi, puis c'est la raison pourquoi que l'investisseur stratégique est venu en place. Ah oui. Dans le fond, nous, c'était un peu décidé. Mes parents, mon père, présentement, il me montre un peu toutes les fonctions d'un président, de qu'est-ce qu'on doit faire. Fait qu'on a déjà commencé à entamer la transition parce que c'est dessiné déjà. On le sait que dans 5 ans, peut-être 6 ans, c'est moi qui va devoir prendre la place. Puis mon père, peut-être, va vouloir rester. En fait, peut-être, il va rester, mais dans les fonctions que ses fonctions préférées. Fait que ça se peut qu'il y ait des petites gestions. Il va juste voyager. Ouais. Non, mais tu sais, mes parents sont passionnés par les achats. Fait que tu sais, les achats, tout le voyage, comme tu disais, les achats, acheter la marchandise, monter des magasins, des choses qu'ils aiment. Mais la comptabilité, la gestion de ressources humaines, des fois, peu importe, t'as des choses qu'il va me déléguer à moi, puis il va garder son petit fun. Avant toi, on a reçu un autre expert qu'on aime bien pour parler du commerce de détail, Carl Boutet, qui est un expert en commerce de détail. Puis, on parlait que, bon, le gouvernement du Québec, c'est pas un secteur que le gouvernement du Québec aime beaucoup, le commerce de détail. C'est le mal aimé. Il y a un article dans le Journal des Affaires. Mais, un, tu sens ça. Puis, 2, c'est-tu dur de se trouver des employés en ce moment fiables dans ce secteur d'activité-là? Première réponse, oui.
je pense qu'il y a beaucoup de lois présentement qui sont mises en place. Juste, mettons, pour la marque de commerce, là, le français est plus gros que l'anglais. Souvent, j'ai l'impression que c'est des politiques mises en place qui veulent attaquer les gros joueurs, mais des fois, ils comprennent pas des fois qu'en faisant ça, ben c'est plus les petits que tu vas nuire ou ceux qui sont en effervescence qui vont être nuits. Il y a beaucoup de choses, je pense, c'est difficile présentement, mais on réussit quand même à contrer ou à faire affaire avec la contrainte. Je pense que le détail, c'est ça. Dans le commerce de détail, il faut que tu sois capable de vivre avec te revirer sur un 10 cents, comme qu'on dit, parce que sinon, tu peux pas rester à attendre que le train passe. Là. Faut que tu prennes le train, sinon tu manques le bateau. Puis, deuxièmement, ben oui, en commerce de détail, c'est plus difficile de trouver de la main-d'œuvre. Ça, c'est évident. Puis, on mise beaucoup sur l'ambiance, sur toute, dans le fond, la marque employeur pour y arriver. Parce que je pense qu'aujourd'hui, tu sais, oui, on se le cachera pas, il y a le salaire, mais ça prend l'ambiance, le fun. Faut que les gens se plaisent dans nos boutiques. C'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est sûr que depuis 2-3 ans, depuis la pandémie, c'est plus difficile qu'avant là, à combler des postes. T'as jamais pensé changer ton prénom pour Cozy? Tu pourrais t'appeler Cozy Lambert, comme ça, ce serait un nom propre. T'aurais plus d'enjeu de langue, là, finalement. Écoute, c'est une bonne idée. Cadeau. Je fais de la stratégie, ça paraît. Hein? Ouais, non, effectivement. Cozy Lambert, je pourrais, mais on l'a enregistré. Fait que c'est réglé. J'ai mieux m'appeler Marc-André. Je termine peut-être en te demandant, toutes les villes que tu nous as habilement récitées tout à l'heure, elles sont québécoises. Oui. C'est une marque qui s'exporterait certainement, du moins de l'autre côté de la rivière des Outaouais, puis ailleurs dans le Canada et dans le monde. Est-ce que c'est aussi sur votre horizon éventuellement? C'est sur les cartons. Okay. Dans le futur, c'est sûr qu'on veut se concentrer sur le Québec. On vise d'avoir quand même une expansion au Québec dans des grandes régions, puis que le web pallie à la différence. Je pense que le modèle hybride, depuis la pandémie, pour nous, ça a été gagnant. Puis après ça, ben, c'est sûr que l'Ontario, on l'envisage fortement. Je pense que l'Ontario, c'est un marché qui peut être similaire au Québec, puis notre concept peut s'exporter. Puis je nous vois vraiment dans les prochaines années peut-être même mettre un pied à Ottawa ou peut-être encore mieux, une belle boutique à Toronto, là, ça serait écœurant. Mais peut-être une boutique au centre-ville de Montréal avant, ça pourrait être le fun. C'est la seule place qui nous manque. Ça marche. Écoute, Marc-André, c'est vraiment un plaisir de t'avoir à l'émission. Phil, une belle découverte. Super belle découverte. On trouve chacun des invités, mais là, je dois lever mon chapeau à Phil de t'avoir fait venir à l'émission. C'était vraiment agréable comme conversation. Ben, merci à vous deux. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.